Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été investi hier 4 septembre 2018. Le Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga a été reconduit. Il faudra maintenant mettre en place un nouveau gouvernement. Alors, quelles doivent être les priorités du président Ibrahim Boubacar Keïta? C'est le sujet de ce grand dialogue. Et nos invités sont Dr Diakary Poudjougou, professeur à l'Université de Bamako, Sbeïti Akado, membre de la société civile, et professeur Mamadou Samaké, politologue. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, docteur Diakary Poudjougou, le président de la République, aujourd'hui, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, un nouveau Premier ministre, Soumeïlou Boubèye Maïga. Quelles doivent être leurs priorités? Merci. Je voudrais, si vous me le permettez, d'abord saluer toute l'équipe du studio Tamani et aussi tous nos auditeurs et spectateurs partout au Mali, surtout ceux des régions du sud, Mopti, Gao et autres. Donc, je les salue tous. Merci aussi de cette question très intéressante. Je ne vais pas la répondre dans la précipitation parce qu'il faut d'abord noter qu'il y a une contestation après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Donc, une chose est sûre, il y a des priorités qui sont là et parmi lesquelles nous avons désormais la réconciliation, n'est-ce pas, la sécurité, et je reviens toujours sur une priorité qui est au-dessus de toutes ces priorités, qui est l'instauration d'un état de droit qui ne saurait se faire que par la lutte contre la corruption. D'accord. Sbeïti Akado, selon vous, quelles sont les priorités? Merci encore une fois de nous avoir permis de nous exprimer sur les questions de l'heure, c'est-à-dire les sujets d'actualité. Alors, comme mon collègue le disait tantôt, les priorités, elles sont nombreuses. Et entre autres priorités, la priorité des priorités, c'est de veiller à l'apaisement du climat social. Je le disais tantôt, il y a une partie des Maliens qui ne reconnaissent pas ce président-là. Alors, qu'est-ce que le président fraîchement élu doit faire? C'est d'abord de veiller au rassemblement des Maliens, apaiser le climat. Apaiser le climat, c'est d'abord reconnaître que notre système a des lacunes, a des défaillances et qu'il faut les corriger. Parce que c'est de ça, c'est la priorité des priorités. Reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, pourquoi une partie des Maliens n'est pas d'accord, disons, ne reconnaît pas le président de la République? C'est parce qu'il y a des problèmes. Alors il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a des problèmes qui contraignent depuis qu'on est rentré dans cette démocratie-là et que l'urgence des urgences, c'est de créer les conditions de corriger ces problèmes-là, de leur trouver une solution. En ce moment, les gens peuvent commencer à envisager le reste. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, selon vous, quelles sont les priorités? Bon, en fait, je crois que le président de la République lui-même, dans son excellent discours d'investiture, a déjà dégagé les grandes lignes de ce qui serait ses priorités pour ces 5 prochaines années, pour lequel le peuple malien lui a redonné sa confiance. La première des priorités, c'est de recouvrir l'intégralité du territoire de notre République. Pour que l'autorité de l'État puisse s'exercer sur l'ensemble des 1 241 142 km² que couvre le territoire malien et le produit en tant que tel par les nations souveraines du monde. Et c'est tout passe par, si vous voulez, la recherche de solutions urgentes aux problèmes de sécurité qui se occupent et qui empêchent les Maliens d'exercer le libre choix d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire malien. Et pour parvenir à ce effet, je crois que plusieurs armées cohabitent sur l'ensemble du territoire malien. Il serait intéressant
de créer un comité d'état-major qui réunira à la fois les FAMA, la force Barkhane, la MINUSMA, la SEMA et la plateforme Jean-Paul. D'accord, on reviendra sur l'aspect sécuritaire, mais déjà il y a Dr Diakary Poudjougou qui signale que, et ce qui est une réalité, une partie des Maliens contestent cette élection, qui ne reconnaissent pas Ibrahim Boubacar Keïta comme leur président, notamment les responsables de l'opposition. Est-ce que vous partagez l'avis de Sbeyti Agakado qui pense qu'aujourd'hui la priorité devrait être l'apaisement du climat social? Bon, l'apaisement du climat social, je souscris entièrement à cet état de fait, mais en réalité, je pense que c'est une crise artificielle. Parce qu'il y avait, souvenez-vous qu'il y avait plus de 80 missions d'observation, plus de 6 observateurs nationaux et internationaux, et tous ont attesté que les élections se sont déroulées sur des bases internationalement reconnues. La fraude, tous les camps l'ont fait. Il n'y a pas de petite fraude. On sait ce qu'il a pour le peuple malien. C'est une crise artificielle. D'accord, mais malgré tout cela, est-ce que le président devrait se dire « Oui, je suis d'accord que des Maliens ne sont pas d'accord, on devrait s'asseoir pour réconcilier » ou bien il doit juste ignorer cet avis des Maliens, de certains de ces Maliens? Il a dit hier dans son discours de investiture qu'il tend la main à tous ceux qui sont dans la République. Maintenant, ceux qui veulent être en dehors de la République et méconnaître l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ben, je les envoie à mieux se pouvoir. D'accord, je cite une autre de sa déclaration. Cette élection n'est pas la victoire d'un Malien contre un autre, c'est la victoire de tout le Mali. C'est ce qu'il a affirmé hier et il a déclaré également qu'il est le président de tous les Maliens. Mais Sbeyti Agakado, est-ce que cette déclaration suffira? Évidemment qu'elle ne suffira pas, dans la mesure où vous entendez tout de suite beaucoup de Maliens pensent que les élections, nos élections ont toujours été parcourues par des fraudes, ont toujours été ce qu'elles ont été cette fois-ci, donc ça passe. Mais il est temps, on veut sortir de ça justement, et il est le mieux placé pour nous sortir de ça, parce qu'il a accompagné, n'est-ce pas, le processus de démocratie de A à Z aujourd'hui, s'il y a Z encore, en tout cas de A à aujourd'hui, il est là. Donc on s'attend à mieux que ce que nous avons vu. Malheureusement, vous demandez les Maliens, peut-être les observateurs, nous, on ne rentre pas dans la polémique des observateurs. Partout, les observateurs ont le même langage. Ils viennent, ils scrutent, ils regardent 1 ou 2%, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le Mali. Ils ne voient pas la horde des Sotramas, n'est-ce pas, qui transportent les gens à coups d'argent. Ils ne vont pas le dire. Nous l'avons tous vu. Nous avons tous vu le bourrage des urnes. Nous avons tous vu les irrégularités. Et je crois que même la Cour constitutionnelle, dans un autre temps, reconnaît que nos élections ont toujours été, ont quelque part, fautées par un certain nombre, n'est-ce pas, d'anomalies. Alors, si on reconnaît ces anomalies-là, s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour reconnaître ces anomalies-là et promettre aux Maliens de les encourager, c'est le président de la République. D'accord. Donc, Dr Diakary Poudjougou, est-ce que cette contestation peut poser un problème? Elle peut poser un problème et elle le pose déjà. Le problème est déjà posé. Et j'aime beaucoup les proverbes d'Ogon. Il y a un de ces proverbes qui dit que si le pantalon que vous portez vous accuse d'avoir pété, vous ne pouvez le démentir. C'est une grosse erreur de penser qu'il n'y a pas de problème. C'est bien, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du président contesté. C'est comme ça que je vais le dire, parce que la contestation est là. Et pour qu'il puisse être le président des Maliens, il faut prendre compte des Maliens, prendre en compte les Maliens. De tous les Maliens, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes 18 millions aujourd'hui. Notez bien, seulement 8 millions se sont inscrits. Et au second tour, nous avons eu moins de 3 millions qui ont voté. Alors, où sont les 15 millions de Maliens? Sur 18 millions, vous avez seulement moins de 3 Maliens qui se sont exprimés. Alors, il faut reconnaître que l'urgence aujourd'hui, c'est l'unité nationale. C'est ce que j'ai appelé la réconciliation. Nous avons une division. C'est vrai, le professeur Samaké a parlé de l'intégrité du territoire. Mais avant l'intégrité du territoire,
Il faut d'abord l'unité nationale. Le peuple est plus important d'abord. Et aujourd'hui, malheureusement, le peuple est divisé. Et je crois que c'est très sérieux. Je pense que nous devons tous prendre au sérieux cela, œuvrer pour qu'il puisse y avoir l'unité, n'est-ce pas, nationale, donc le peuple uni, avant de trouver quelque solution que ce soit. C'est pour moi une priorité. D'accord. Professeur Samake, êtes-vous d'accord avec Dr Poudjougou? Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, seulement que j'inviterai les partis politiques à mieux connaître l'article 28 de la Constitution qui dit que les partis concourent à l'expression du suffrage dans le respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la démocratie. Ils ont un financement public à cet effet pour exercer une mission de service public. Pourquoi les partis ne sont pas pour aller aux urnes, poser la question aux partis politiques? Il est temps qu'il y ait un rassemblement derrière le président Ibrahim Boubacar Keïta pour recouvrer l'intégrité de notre territoire sur l'ensemble du pays. Les crises artificielles, je ne rentrerai pas dans ces débats de politique politicienne. Vous estimez que cette contestation est une crise artificielle? C'est une crise artificielle. Les élections se sont déroulées sur une base... Est-ce qu'elle doit être prise en compte par le président de la République? Absolument, elle doit être prise en compte par le président de la République. Donc elle n'est pas artificielle? Non. J'appelle l'opposition à mieux se pourvoir et à mettre beaucoup d'eau dans son bain. En fait, je pense que le temps n'est pas à la polémique. Restons dans le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les urgences. N'est-ce pas? Entre autres urgences, nous avons évoqué tout de suite la nécessité de reconnaître qu'il y a une crise. Elle n'est pas artificielle. C'est une crise, elle est là. Et je dirais qu'elle est plus explosive que la crise du Nord. Parce que si le Nord, c'est une minorité d'individus qui ont pris les armes pour entamer le pays, aujourd'hui, le centre est plus dense que le Nord. Le Sud l'est encore plus. Et encore une fois, les populations qui sont sorties ces derniers temps dans les rues ne sont pas des populations artificielles, c'est du concret. Alors, pour revenir aux priorités, c'est pourquoi je vais abonder dans le sens du professeur Poudjougou. Il est nécessaire aujourd'hui d'aller vite à des assises nationales. Parce qu'on a comme l'impression, et d'ailleurs, certaines choses nous montrent que le pays là nous a échappé. Lorsque ce sont des présidents de l'extérieur qui reconnaissent, n'est-ce pas, un candidat avant même notre cour constitutionnelle, ça veut dire quelque part que le vote des Maliens ne compte plus. N'est-ce pas? Nos institutions ne comptent plus. Ça, quand même, ce n'est pas artificiel, c'est du concret. C'est palpable, on l'a vu. Lorsque ce sont les groupes qui ont entamé ce pays-là, en tout cas qui se placent dans la position des gens qui ont des problèmes avec le Mali. Vous parlez de la CMA et de la plateforme. Voilà. Lorsque ce sont ces gens-là qui votent à 100% pour le président en place, il y a des questions. Alors, qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui? Il doit se passer que le président sorte, n'est-ce pas, de cette prison-là. Parce que c'est comme pour nous, Maliens, il est en prison. Il n'a d'interlocuteur que l'extérieur et les groupes armés. Le reste des Maliens compte très peu. C'est l'impression qui se dégage aujourd'hui de ces élections-là. Alors il faut que le président sorte de cette vision-là et revenir à la nation. Le peuple qu'il a élu, les lois de la République qui lui imposent, n'est-ce pas, de tenir compte de la vie des Maliens, mais son âge, ses fonctions, l'entretien que les Maliens font de lui commande de tenir compte de la vie des Maliens. Et les Maliens ont crié depuis 2012 à la nécessité des assises nationales qui prennent en compte l'intérêt de toutes les sensibilités de ce pays-là. Malheureusement, cela n'a pas été fait aujourd'hui encore. On nous a engagés dans un accord et cet accord-là, encore une fois, il va, tant qu'on n'aura pas trouvé quelque chose à côté de cet accord-là pour le réviser, pour le relire, pour le toiletter, la crise ne va pas s'arrêter. Et le président, il est temps aujourd'hui, je pense que son deuxième mandat doit être placé
sous l'angle de l'écoute de la nation. D'accord. Docteur Poudjougou, pensez-vous également que les assises nationales vont être la solution à cette situation? Ça pourrait être une solution. Et je voudrais aussi insister sur le fait qu'il est regrettable de voir que les hommes politiques méprisent le peuple. Il y a un mépris total du peuple malien. C'est assez sérieux parce que la démocratie repose sur la majorité. Mais quel type de majorité? Lorsque sur 18 millions, vous n'avez que moins de 3 millions qui se sont prononcés et que vous considérez cela comme une victoire, ça veut dire que vous méprisez la majorité écrasante, les 15 millions qui sont restés. Mais ceux qui peuvent voter ne sont-ils pas 8 millions? Oui, mais pourquoi? D'abord, la première question qu'on devait se poser, c'est pourquoi il n'y a que 8 millions qui se sont inscrits? Et pourquoi seulement 4 millions ont voté au premier tour? Et moins de 3 millions, je peux dire, au second tour. Tout cela traduit une crise qui est là. Le peuple s'est désintéressé parce qu'il a été découragé par la gouvernance. C'est une gouvernance qui a réellement découragé, qui a dégoûté, c'est le mot que je cherche. Et là, je vais encore faire un peu d'humour. On ne peut pas prétendre qu'on a saisi un marouillat parce qu'on tient sa queue. Parce qu'il peut laisser sa queue et partir. Il faut réellement tenir le marouillat. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je crois que c'est une grosse erreur de célébrer une victoire et de dire, voilà, il faut avancer en laissant la majorité des Maliens derrière. C'est une grosse erreur. Il est urgent de trouver un compromis, un consensus, je dirais, pour qu'on puisse arriver à l'unité nationale et attaquer les autres priorités sur lesquelles je vais revenir. Et on va y revenir tout de suite. Professeur Samaké, avez-vous une autre proposition comme solution? Non, moi je suis entièrement d'accord avec mon collègue, il s'appelle comment, je ne sais pas encore. Lequel? Celui qui vient de parler? Non, pas pour ce mot. Ah, Beïti Akado. Issa Akado, qui a parlé en fait d'assises nationales. Vous savez que depuis la table ronde, le Forum politique national de 1999, le peuple malien ne s'est pas parlé à lui-même. L'accord cadre qui a permis de gérer la transition politique de 2012-2013 avait préconisé des assises nationales qui malheureusement ne se sont pas tenues. Et l'accord pour la paix et la réconciliation nationale a prévu la conférence d'entente nationale. Mais les conditions dans lesquelles cette conférence s'est organisée, qui devait être l'occasion pour le peuple malien de se l'approprier son histoire et de dicter sa volonté à la communauté internationale, malheureusement, elle aussi a été organisée dans des conditions exclusives. Il est temps qu'on aille dans le sens du discours du président de la République hier, que je trouve l'un de ses plus beaux discours en tant qu'homme politique. Il est temps que le Mali prenne conscience de lui-même, prenne conscience que cette nation est une grande nation qui a connu une civilisation 250 ans avant Jésus-Christ. Professeur Samaké, vous estimez que c'est un excellent discours. Vous dites également, vous l'appelez un beau discours. Mais est-ce que le discours suffit? Le discours ne suffit pas. Il faut qu'il soit suivi de dates. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a l'urgence d'être une pouvoir des assises nationales où les Maliens pourront se parler et laver leur linge sale en famille pour qu'ensemble, un peuple réconcilié, divers, pluriel, comme Ampateba le disait, la beauté d'un kaki, je ne reconnais pas la diversité de ses couleurs. D'accord, merci professeur Samaké. On va aborder les autres priorités. Alors, Beïti Akado, docteur Poudjougou a parlé de la lutte contre la corruption qui, selon lui, devrait être la première priorité après la réconciliation nationale. Évidemment, si les Maliens ont retenu des pratiques choquantes, sinon des insuffisances pendant ces 5 dernières années, c'est encore une fois la corruption. On en a fait un objectif, c'est-à-dire lutter contre la corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous les discours du président l'ont dit. Malheureusement, les faits sont là.
Je crois que les 5 années nous ont montré qu'il y a eu plus de corruption que les années précédentes. Et ça, ça fait mal. Dans quel secteur ne rencontre-t-on pas la corruption au Mali? Est-ce qu'il existe un secteur où il n'y a pas de corruption? Je n'en connais pas dans la mesure où la corruption est de plus en plus renforcée par, je dirais, l'immixtion, sinon l'ingérence, n'est-ce pas, des individus dans les affaires de l'État. Quand je dis des individus, je ne tournerai pas autour du pot. Tous les Maliens, d'une manière générale, ont senti la main, n'est-ce pas, de la famille présidentielle dans les affaires de ce pays-là. Et c'est vraiment des choses qui renforcent davantage la corruption. Parce que quand quelqu'un sait qu'il est là, pas par les voies réglementaires, alors là, il s'adonne à toutes sortes. Il sait qu'il est protégé au plus haut sommet. Et c'est ce que nous avons, c'est à ça que nous avons assisté. Donc, au-delà de la corruption, il y a le gaspillage. Moi, je le qualifierais ainsi, le gaspillage, je dirais, éhonté des ressources d'un pays pauvre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme gaspillage dans ce pays-là? Que ce soit sur la question des voyages, que ce soit sur la question des achats de véhicules, de n'importe quoi, on donne les biens de la nation à n'importe qui et n'importe comment. Ça fait mal aux Maliens. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous avons en tête les premières mesures que le président avait prises lors de son investiture en 2013. Les véhicules de l'État, il faut arrêter Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? D'accord. Docteur Poudjougou, pensez-vous, comme Sbeïté Agakado, qu'un bon exemple n'a pas été montré aux Maliens? Effectivement, vous savez, le citoyen, il est très simple. Quand les choses sont bien gérées, qui ne serait pas content? Nous serons tous contents si les choses, nos affaires publiques sont bien gérées. Et récemment, un citoyen du cercle de Koro m'a contacté pour dire, mais voyez, j'étais dans une mairie, pour mon mariage, il n'y avait même pas une chaise où je pouvais m'asseoir. Ça, c'est juste un petit exemple. Oui. C'est assez grave. Donc, la corruption est au cœur de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Même le problème du Nord est le résultat de la corruption, de la malgouvernance. Lorsque les choses sont bien gérées, le citoyen se sent vraiment à l'aise, il est content. Il ne peut être qu'un bon patriote. Mais lorsque les affaires publiques ne sont pas bien gérées, alors les citoyens se désintéressent. Si nous avons autant de Maliens qui ne se sont même pas inscrits pour voter, c'est qu'ils en ont marre de cette corruption, de cette malgouvernance. Et ce serait une autre forme de corruption grave que de ne pas reconnaître ces Maliens mécontents et de les minimiser ou encore de considérer que c'est fictif ou quelle expression a été utilisée, vous m'excuserez, que c'est artificiel. C'est une réalité qui ne saurait sauter aux yeux. C'est droit au milieu de la figure comme le nez. Donc, pour moi, il faut lutter contre la corruption. Il faut que les ressources de l'État soient mises là où elles doivent être, au service du développement, un développement intégral. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, pensez-vous que le régime actuel pourra faire face à cette corruption qui ne cesse de s'accroître selon Sbeïté et Dr Poudjougou? Bon, je crois que le régime actuel peut faire des efforts dans le sens de lutter contre la corruption. Mais les scandales à répétition, bon, qui du reste ne sont pas encore prouvés légitimement, bon, n'inspire pas à la confiance. Mais je crois que le second mandat peut donner l'opportunité pour mieux faire. Effectivement, la corruption est une tâche indélébile, mais ça n'a pas commencé maintenant. Vous vous en souviendrez que le premier décret que le président de la République, Alpha Omar, qu'on avait appris après celui, comment dirais-je, de la nomination de Younous Touré, c'était de faire passer les marchés de gré à gré de 10 millions à 200 millions à chercher l'origine de la corruption. Oui, mais est-ce que ça ne s'est pas détérioré? La situation ne s'est pas détériorée davantage? Bien entendu, ça s'est détérioré au vu aussi du peuple malien. Vous encouragez tous ces nouveaux milliardaires. Où est-ce qu'on a vu qui serait le Mali
un pays où du jour au lendemain, sans avoir hérité de quoi que ce soit, on devient milliardaire? Vous me posez la question à moi? Est-ce que vous pensez que les dirigeants ont montré le bon exemple? Pas la sueur de ce front. Oui, est-ce que vous pensez, professeur Samaké, professeur Samaké, est-ce que vous pensez que les dirigeants du pays ont montré le bon exemple? Mais est-ce que le peuple lui-même, chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite? Est-ce que le peuple lui-même donne le bon exemple? D'accord, on va poser la question aux représentants de la société civile. Non. Allez-y. Que vous vous laissez acheter? Vous avez 30 secondes, allez-y. N'est-ce pas que vous vous laissez acheter pour 5 ans, pour 5 000 francs? C'est ça la dignité de l'homme malien? D'accord. Vous méritez les dirigeants que vous avez. D'accord, Sbeiti Akado. Je comprends quelque part, entre guillemets, la colère du professeur, mais il faut quand même savoir raison garder, se dire une chose, que nous mettons des dirigeants à des postes, c'est pour justement combattre, corriger, prévenir les dérives des populations. Donc on ne peut pas mettre sur une même balance le responsable, le premier responsable et le reste des populations. Non. Comme vous l'avez dit tout de suite, M. Touré, le premier exemple doit venir des dirigeants. Et encore une fois, je reviens, je fais un petit rebond dans l'histoire pour dire que la corruption, nous avons peur parce que l'homme qui est aujourd'hui au pouvoir était là depuis les années 90. Il a accompagné les 10 années de Alpha. Et nous avons en tête que le deuxième mandat de Alpha a été le mandat de l'émergence des milliardaires dans ce pays-là. Ce n'est pas moi qui le dis, les statistiques sont là. Nous avons vécu 10 années encore avec ATT. On a attendu de son deuxième mandat des bonnes choses. Ça s'est terminé comment? En catastrophe. Le pays a plongé parce qu'il a embarqué tout le monde tramait des affaires et on a oublié le pays jusqu'à ce que des gens sont venus nous entamer. Nous sommes pour la troisième fois maintenant, nous avons donné encore 5 années à un président qui pendant 5 ans, je dirais quelque part, a vu la corruption s'expanser, a vu les dérives de toutes sortes, n'est-ce pas, s'installer dans le pays. Nous sommes en train de lui donner 5 ans, donc nous avons peur de voir que les choses vont s'aggraver. Et c'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, la solution pour les Maliens est entre leurs mains. Il faut que le président revienne aux Maliens. C'est aux Maliens de sortir la solution qu'il faut pour ce pays-là, et non de tierces personnes, c'est-à-dire des personnes étrangères. D'accord, je vais vous donner la parole tout de suite, Dr Podiogo. Excusez-moi juste une seconde. Professeur Samaké, je reviens à vous. Est-ce que les dirigeants, en se présentant comme candidats, n'ont pas promis à la population qu'ils sont conscients de ces problèmes, que la responsabilité est partagée, mais qu'ils vont régler le problème? Oui, je m'excuse de m'être énervé parce qu'il y a certaines questions, en fait, qui font sortir hors de soi-même. Effectivement, que la responsabilité première revient aux dirigeants parce que nous sommes dans une démocratie représentative. Mais est-ce que le peuple, quelque part... Moi, j'ai été nommé conseiller technique par 2 fois. Mais j'avoue que le jour où, en fait, mon nom est passé dans le communiqué du Conseil des ministres, j'ai été obligé d'éteindre mon téléphone à cause des sollicitations. Allez chercher quelque part la cause de la corruption. Tout le monde viendra à toi pour te dire, ouais, il va de la côté, mais ni ma mise sur le nom, il faut se rebler. Alors, là, il demande qu'est-ce que m'a sauvé. Là, les boutons viendront chercher le cadavre. D'accord, merci. À vous, Dr Podiogo. Eh bien, merci. Je me rappelle avoir dit sur cette même antenne que lorsque la locomotive est bonne, elle ne peut que tirer les wagons. Lorsque la tête du train est bonne, les wagons ne peuvent que suivre. Et les Chinois disent d'ailleurs que le poisson pourrit à partir de la tête. La tête, c'est la tête. Le thème de ce débat, ce n'est pas quelles sont les priorités des citoyens. On a dit quelles sont les priorités du président en tant que chef.
Ce n'est pas un mot vide, président ou chef ou leader. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi on lui donne le pouvoir qu'il faut pour assumer cette responsabilité. Et quand on est investi de ce pouvoir, je crois qu'on a l'audace et la capacité de lutter contre la corruption, d'arrêter ce qu'il faut arrêter, d'emprisonner ce qu'il faut emprisonner, de juger ce qu'il faut juger. Je vais prendre un exemple banal. Regardons nos routes, nos goudrons. On les refait presque chaque 6 mois. Mais il y a un problème. Ce n'est pas bien fait, il faut le dire. Si on luttait réellement, c'est aussi une forme de corruption. C'est de l'escroquerie, ce n'est pas du travail bien fait. Et ça, on le voit. Mais l'exemple doit venir d'abord des leaders, les dirigeants. C'est pourquoi on les appelle leaders, dirigeants. Quand ils donnent l'exemple, les autres les suivent. Ou ceux qui ne veulent pas suivre seront forcés à les suivre. Parce que quand on est leader, on a tous les moyens pour cela. On a une police, on a une gendarmerie, on a une armée, on a une justice. On a tous les moyens pour arriver à ces objectifs. C'est simplement ce que je vais ajouter. D'accord. Professeur Samaké, alors dans le domaine de la sécurité et de la paix, qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta devrait faire selon vous? Bon, c'est d'abord en fait d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Pas seulement l'équipement, hein, mais nous avons un sous-effectif. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais on a comme l'impression qu'on a un militaire pour 1 million de Maliens. Ce qui n'est pas du tout conforme aux normes internationales. Il faut équiper non seulement l'armée, mais il faut doubler les effectifs pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Je vous l'ai dit, plusieurs armées cohabitent au Mali. Il est temps de mettre un comité d'état-major qui regroupera à la fois les FAMA, la CEMA, la plateforme, Barkhane, l'aménagement. Et il est temps de désarmer tous les groupes d'autodéfense parce qu'une république ne pourra s'accommoder avec plusieurs armées. C'est l'urgence, la priorité des priorités. Et la communauté internationale doit nous aider à cela. J'en appelle à Boutef, le Malien, pour qu'il joue sa partition vers Bakara Diallo. Oui, la communauté internationale, vous appelez une aide de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que vous demandez au président de la République? J'en appelle à Boutef, le Malien. Oui. Pour qu'il joue sa partition vis-à-vis de Bakara Diallo. Le discours est clair, hein, le message à qui est adressé est aussi clair. Qu'est-ce que le président de la République doit faire? Mais en tant que chef des armées, c'est ce que je vous ai dit. Aider à ce qui est un état-major conjoint, qui regroupera toutes ses forces, et aider aussi à équiper et à redoubler les effectifs des forces de défense et de sécurité du Mali. D'accord, docteur Diakari Poudjougou, partagez-vous cet avis? Alors, moi, je pense qu'il faut compter moins sur la communauté internationale ou l'étranger. Je crois que pour sa sécurité, un État doit compter sur soi d'abord. Ne doit pas compter sur les autres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas collaborer ou coopérer avec les autres. Mais c'est une faute grave de compter sur l'extérieur ou la communauté internationale pour sa propre sécurité ou sa survie. Je crois que le Mali regorge de compétences, de ressources. Je vous le dis, les Maliens, nous avons énormément de compétences au Mali. C'est incroyable. Nous avons les ressources, nous avons les compétences qu'il faut pour nous sécuriser, pour nous développer. Il ne reste qu'une bonne gouvernance pour y arriver. L'audace pour le faire. Je suis totalement convaincu de ce que je dis. Nous avons énormément de compétences au Mali. Les Maliens, nous sommes assez intelligents, nous sommes assez courageux. Nous avons juste besoin d'un bon exemple pour prendre notre route. Et prenons l'exemple de la crise au sud ou au centre. Le groupe Amadou Koufa, nous le connaissons bien. Il prêchait dans nos mosquées. On l'a vu grandir. Est-ce qu'on ne pouvait pas le poursuivre, le juger et donner un exemple? On ne l'a pas fait. On lui a donné toute la liberté de faire ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a deux communautés qui s'affrontent. On a des innocents qui meurent
des pauvres qui payent toujours pour la faute des dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur. Parce que si vous avez le pouvoir de sécuriser, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter et de juger ces genres de personnes, de les emprisonner? Si vous n'arrêtez pas le mal, ils divisent la communauté. Donc ça, c'est juste un exemple. D'accord. Nous pouvons le faire. Nous n'avons pas besoin de la France pour arrêter ces gens, pour surveiller ce qui se passe dans nos rues. Nous ne devons pas compter sur les autres. Et nous l'avons vu, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue. Mais la France de Macron qui a félicité Ibrahim Boubacar Keïta avant que la Cour constitutionnelle ne proclame les résultats définitifs. Ça, c'est assez grave. Ce serait une grave erreur de compter sur ces gens pour notre avenir. Si Modibo Keïta pouvait sortir de son tombeau aujourd'hui, il va bien se moquer de nous. Il ne compterait jamais sur l'étranger pour la sécurité du Mali. Et à son temps, nous avons été capables d'aider d'autres États à avoir leur indépendance, dont l'Algérie. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à assurer notre propre sécurité. Nous devons nous questionner pour une meilleure gouvernance, pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. D'accord. Sécurité et paix. Qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit faire? Encore une fois, pour ce qui est de la sécurité, il est important de jeter un regard sur ce qui s'est passé pendant ces 5 années-là. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'insécurité a été multipliée par... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, les questions de sécurité n'ont pas été prises par le bon bout. Le bon bout, c'est quoi? C'est de dire que les gens de la SEMA, les gens de la plateforme, qui ont pris des armes, certains pour entamer le Mali, d'autres soi-disant défendre leur population, ces gens-là n'ont pas plus de droit de prendre des armes que vous et moi, que Amadou Koufa et les autres. Alors si vous ne les désarmez pas, vous ne pouvez pas désarmer les autres. Vous ne pouvez pas empêcher aux autres de prendre les armes. Qu'est-ce qu'on a vu il y a tout récemment? On a vu un Premier ministre aller à Kidal, s'agenouiller devant le drapeau des séparatistes, parce que quand on me parle de l'Azawad dans ce pays-là, c'est une volonté de se séparer de quelque chose, c'est très clair. Sécurisé par des gens hors la loi, moi je le dirais ainsi, ils n'ont pas le droit de prendre des armes dans le Mali, en dehors de l'armée. Ils accueillent nos officiels de cette façon. Et dans le même temps, il vient au centre du pays, il promet de désarmer les Dogons et les Peuls. On est dans quoi? On est dans quelle république? Donc tant que le président de la République ne se mettra pas en tête que nous, les Maliens, nous sommes sous un régime de démocratie, une république. Nous sommes libres et égaux en droits et devoirs. Il ne doit pas y avoir des citoyens qui ont plus de droits que d'autres. Et c'est ce qu'on veut nous consacrer, qu'il y a des citoyens qui ont le droit de garder leurs armes pendant que les autres doivent être désarmés. Donc la sécurité du Mali est liée à la résolution de cette équation-là. Nul n'a le droit de posséder des armes en dehors, n'est-ce pas, d'un certain nombre de créneaux. D'accord. Et tant qu'on va passer à côté de ça, parce que la communauté internationale qui est en train de nous pousser, elle n'a de préoccupation que l'accord. L'accord, son application intégrale, voudrait dire de laisser ces gens-là avec leurs armes et de casser notre armée, de la reconstituer. Même avec le processus DDR, désarmement, démobilisation et insertion. Même ça, si on ne prend garde, ça va soulever plus de problèmes que de solutions. Ça donnera plus de problèmes que de résultats. D'accord, je vais rester avec vous concernant les secteurs de l'éducation et de l'emploi. Qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit faire? L'éducation, il n'est jamais trop tard pour refaire ce qui est gâté, le refaire, c'est-à-dire le reprendre. Notre éducation doit repartir sur de bons pieds. Quel que soit le temps que cela va nous coûter, on doit se dire une fois définitivement que notre école est foutue. Depuis très longtemps, on est en train de la regarder. De la petite classe à la dernière, rien ne va. Il faut repartir. Il faut que le président se dise, l'éducation, c'est la clé de voûte, c'est la clé du succès. Et aujourd'hui, moi, à la place du président,
j'entamerai un plan qui va prendre déjà l'école primaire en compte de façon à ce qu'il n'y ait plus ces effectifs pléthoriques, il y ait suffisamment d'enseignants, il y ait suffisamment de suivi pour que nos enfants commencent, n'est-ce pas, à sortir du laisser-faire, du laisser-aller. Cette génération qui va commencer aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, donnera des bons résultats. Mais tant qu'on se dira c'est costaud, c'est difficile, on va apporter des petites solutions, des saupoudrages, ça ne marchera pas, ça va s'empirer. D'accord. À vous, M. Poudjougou, concernant les secteurs de l'éducation et de l'emploi. Il y a beaucoup à faire. Nous sommes un grand chantier et je pense qu'il n'est pas normal qu'on ait des chômeurs au Mali. Parce que c'est là où on a le plus de chantiers. Et cela va aussi avec l'éducation, avec la formation. Il nous faut multiplier les structures de formation. Il faut aussi outiller celles que nous avons déjà, les universités que nous avons déjà, les centres de formation que nous avons déjà. Il faut construire de nouveaux, mais il faut aussi équiper ce qu'on a déjà sur place. Je prends un exemple. Nous n'avons pas de bibliothèque digne de ces noms dans les universités maliennes. Et ça, les chercheurs sont conscients. Donc, ce n'est pas du tout normal. Mais est-ce que les étudiants lisent? Oui, les étudiants aimeraient bien lire, mais il faut encore qu'il y ait quelque chose à lire. Donc, on revient toujours encore à l'exemple. S'il y a une bonne bibliothèque ou de bonnes bibliothèques, avec les documents qu'il faut et que les étudiants ne lisent pas, là, on pourrait leur renvoyer la responsabilité. Mais on ne l'a pas. Donc, il faut d'abord donner le bon exemple pour que les autres puissent suivre. Donc, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur l'éducation, la formation, pour résoudre l'équation de l'emploi. Parce que quand on a les compétences, on crée, on est dynamique, et du coup, c'est l'emploi. Quelqu'un qui est bien formé n'attend pas toujours de l'État. Il peut créer l'emploi lui-même. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, éducation et emploi, qu'est-ce que IBK doit faire? Bon, il faut un plan Marshall pour l'éducation au Mali. Il faut nécessairement adapter l'éducation à l'emploi. Mais pour revenir à la sécurité, je crois qu'il faut accélérer le processus de désarmement et de cantonnement au lieu de nous rabâcher l'oreille par rapport aux mesures politiques et institutionnelles. L'éducation nationale doit être totalement revue, adapter l'emploi à la formation. Comment? Mais vous allez dans les écoles professionnelles, il y a combien? Sur 100 000 étudiants, vous trouverez 60 000 qui sont dans la filière de droit et de secrétariat. C'est des chômeurs potentiels. Il faut s'en convaincre et trouver une adaptation réelle de l'éducation à l'emploi. Répondre, c'est dommage que le fils d'un enseignant, président de la République, soit la cause du séisme de l'éducation malienne. D'accord. Il nous reste 3 minutes, professeur Mamadou Samaké, 1 minute pour chaque invité. On va parler de santé et justice. Qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit faire? Ah là, la justice est le parent pauvre de toutes les institutions. Seulement 1,8% du budget national est dédié à la justice. Avec ça, qu'est-ce que vous voulez que les officiers de police judiciaire fassent pour pouvoir, rattraper les criminels? Le président de la République a fait beaucoup pour l'agriculture. Il en fasse de même pour la justice, pour le bonheur et l'amour du peuple malien. Et concernant la santé? Eh bien, sans un peuple malade, c'est un peuple qui ne travaille pas. Et il faut redoubler les centres de santé de proximité et élargir les centres de référence de santé et les programmes de référence que sont les hôpitaux régionaux. D'accord. Chaque région doit avoir un hôpital digne de ce nom. Désolé, pas beaucoup de temps. Alors, Sbeïté Agakadou, à vous, 30 secondes, proposition. Oui, la justice, encore une fois, la justice, c'est le baromètre. C'est vraiment le baromètre de la vie même d'une nation. Et on est unanime là-dessus, notre justice est malade. Elle est malade de tout, de la corruption, des insuffisances des moyens mis à leur disposition. Il faut la justice pour qu'il y ait sécurité, pour qu'il y ait moins de problèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et surtout que le politique
donne à la justice les moyens de son indépendance. Tant qu'elle sera dépendante du politique, ça ne marchera pas. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de moyens? Alors, il y a un problème de moyens, c'est clair. D'ailleurs, les magistrats l'ont exprimé clairement. Il y a un problème de moyens, mais il y a aussi un problème de gouvernance. Et nous avons vu certains magistrats, je peux citer le procureur Tessougué, lorsqu'il a dénoncé la relaxe de certains criminels. On a vu les réactions que ça a entraîné. Donc là, ce n'est pas seulement une question de moyens, mais il faut qu'on donne à la justice l'indépendance qui lui appartient à César, ce qu'il y a à César. Et aussi les moyens, parce que si la justice n'a pas les moyens, elle pourrait être tentée de passer par d'autres voies. Pour éviter tout cela, il faut donner tous les moyens à la justice, garantir son indépendance. Ensuite, pour la santé, donc rapidement, je crois qu'il faut former des spécialistes maliens dans tous les domaines de la médecine. Il faut former des spécialistes, il faut aussi les équipements. Nous avons vu que les médecins ont également grévé. Nos hôpitaux n'ont même pas certains scanners ou certains moyens qui sont indispensables, qui sont les plus élémentaires. Ce n'est pas du tout tolérable. D'accord. Alors, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré hier « Je tâcherai d'être humblement digne de votre confiance tout au long des 5 prochaines années ». Alors, on remercie donc dans ce cas nos invités qui étaient ici sur place, Dr Diakary Poudjougou, professeur à l'Université de Bamako, Beïté Akado, membre de la société civile, et professeur Mamadou Samaké, politologue. Le thème de ce grand dialogue, quelles doivent être les priorités du président IBK. Réalisation Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.